de connaître la bande FM, enfin, non? Et bon, on a vraiment envie de vous raconter notre histoire à travers les 4 histoires bibliques qu'on va aborder ici. Et vous verrez que ce sont des thèmes tout à fait modernes qui se passent tous les jours. Et c'est vraiment étonnant les choses qu'on peut avoir en commun avec Jacob et Abraham et même le roi Akab. Et bon, ça se concentre autour des 4 thèmes. Avec Jacob et Léa, on va aborder le sujet qu'est-ce qui se passe si on met tout son espoir dans l'autre. Un peu l'image de l'amour romantique de nos temps, qui était aussi le même il y a 3000 ans. Non? Puis, oui, on va passer à l'histoire d'Akab et Jézabel. C'est ce qui se passe lorsque il y a l'un des deux dans le couple qui contrôle l'autre. Donc, on va voir l'exemple de la femme contrôlante et qui étouffe l'autre et les conséquences que ça donne. Oui, on dit que le premier, oui, le mari passif, non? Oui. Alors, on dit que c'est le premier péché, non? Quand on voit Adam et Ève, le premier péché de l'homme était la passivité, non? Parce que Ève donne la pomme et il la mange, non? Comme sans rien dire. Et la rébellion de la femme, non? Et puis, Abraham et Sarah, qu'est-ce qui se passe si la foi est mise à l'épreuve? Quelles sont les réactions humaines, non, à l'épreuve, face à l'épreuve? Et quelle est la réponse de Dieu? Qu'est-ce qui change quand on a la foi? Et à la fin, on verra Osée et Gomer pour la réponse de Dieu face à l'infidélité. Et je crois que ça va couvrir un peu, faire un peu le tour de la question. On va voir la foi. Lorsqu'on espère trop du partenaire, du conjoint, l'équilibre qu'il faut trouver entre la coopération et le leadership de l'un et de l'autre, sans le contrôler, sans le bouffer, sans être trop passif. Et puis, la fidélité. Les pièges les plus communs, non? Pour faire un petit sondage, il y en a parmi vous qui sont déjà mariés? Non? Fiancés et qui vont se marier bientôt? Okay. Qui ont un ami, une amie? Copain, copine, en couple et sans couple, qui voudraient ou qui sont célibataires et ont choisi d'être célibataires. Je suis célibataire. J'ai pas choisi. Mais c'est quand même important parce que ce message s'adresse vraiment aux mariés et aux non-mariés aussi. Non? C'est vraiment... Je crois que tous les groupes qui sont présents ici peuvent en profiter. Très bien, alors on commence avec Jacob et Léa. Non? Jacob et Léa, et on commence avec le thème quelle est l'image de l'amour romantique qui est transmis par la société, par le monde d'aujourd'hui, ou par les comédies romantiques, non, qu'on voit, When Harry Met Sally, non, pareil, non. Il y a toujours celui qui cherche l'autre moitié de l'orange et la vie est plate jusqu'au moment où on l'a trouvé, non? Et aussi on le transmet à la... Il y a un fil qui a une mauvaise connexion. Peut-être parler dans l'autre. Ou pensons à la cour d'école, non? De secondaire. Hein? Il y a ceux qui ont le copain, le petit ami, non? Qui sont cool. Et il y a ceux qui sont moins cool, qui n'ont personne. Et on n'est vraiment pas
complet, on n'est pas satisfait, on n'est pas vraiment accepté par les autres, non? Si on n'a pas une blonde ou un chum, non? Comme on l'appelle ici. Bon, alors on va comparer ça avec l'histoire de Jacob, parce que Jacob, on peut l'imaginer aussi dans la même cour d'école de secondaire, parce que quand sa mère, Rebecca, l'envoie au pays de son oncle Laban, il a à peu près cet âge, non? 14 ans, 15 ans, non? Sa mère l'envoie pour chercher une femme ailleurs, non? Il doit s'en aller parce que son frère Ésaü est vraiment fâché avec lui, non? Parce qu'il a trompé, il s'est déguisé, Ésaü, pour avoir la bénédiction du premier-né de son père, Isaac. Mais je ne dois pas vous expliquer qui c'est bien, c'est dans le groupe des futurs mariés, il faut toujours expliquer un peu plus parce que le groupe est plus hétérogène. Mais ici, je confie que vous connaissez l'histoire plus ou moins de Jacob, non? Alors Jacob, il est comme n'importe quel gamin de 15 ans et il porte en soi une blessure. La blessure de ne pas être aimé par son père. Non, son père, il n'a que les yeux pour Ésaü, son frère, ça c'est son chouchou. Il est un vrai homme, non, avec des ombres poilues et il chasse des bêtes sauvages. Il a un peu l'héros, non, il est le préféré de son papa. Et Jacob, il n'existe pas pour son papa, non? Et ça, n'importe quel teenager, non, qui a du trouble dans la maison, avec les parents et qui a peut-être vécu cet abandon, ce sentiment d'abandon par un de ses parents, comprendra ce vide et cette blessure, non, que beaucoup de teenagers ont, non? Alors, il va, et la première chose qui lui arrive quand il entre dans le pays de son oncle Laban, il rencontre Rachel, non? Sur un puits, il y a un puits, et il rencontre Rachel, et c'est le coup de foudre instantané parce que Rachel est très très belle, non? Et dans cet instant, quand il voit cette beauté ravissante de Rachel, bon, il a cet espoir, ce sentiment, tout ce vide et toutes ces blessures vont être guéries, ce vide va être rempli. Il lui faut que cette femme, non, pour son bonheur parfait. Alors maintenant, un peu de contexte, non, de la situation familiale de Laban, parce qu'il n'a pas seulement Rachel, il a 2 filles. Alors on commence notre histoire. Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Alors, ça commence avec une comparaison des 2 filles, ce qui est un peu la comparaison, si on revient à la cour d'école, des filles populaires, belles, tout le monde veut sortir avec elle, ou elle est invitée un peu dans toutes les fêtes, non? C'est la fille vedette, non? Oui. Elle a les cheveux parfaits, elle a les ongles parfaits, non? Elle est parfaite, non? Et ça, c'est ça, non? Elle était belle de taille et belle de figure. Et on a l'autre type, Léa, non? Qui le contraire. Parce que c'est le fait que les yeux étaient doux, c'est la manière des anciens Hébreux de dire elle n'était pas du tout jolie, non? On se concentre sur les yeux, non? Parce que le reste n'est pas du tout remarquable, non? C'est ça. Alors Léa, elle est la fille qui n'est jamais invitée à les fêtes, elle n'a pas les cheveux parfaits, elle n'est jamais maquillée, on ne s'aperçoit même pas qu'elle existe, non? Elle est rejetée, elle est un peu, comment dire, elle patofeo, elle est un peu... Le bouc émissaire. Hein? Le vilain petit canard. Ah, voilà. C'est ça. Bon, ça, c'est Léa, la pauvre, non? Bon, mais bon, Jacob, bien sûr, hein,
sur la base de la beauté de Rachel, parce qu'il ne sait pas autre chose d'elle, seulement qu'elle est belle. Ah, il s'acharne, il veut absolument Rachel. C'est elle dont il a besoin pour son bonheur parfait. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle et aussi dans le cas de Jacob? Quand on met tout son espoir dans une personne, la première chose qui se passe, c'est qu'on sacrifie trop. On compromet plus de ce qu'on devrait. Non? Et dans le cas de Jacob, ça se passe comme ça. Jacob aimait Rachel et il dit à Laban, je te servirai cette année pour Rachel, ta fille cadette. Alors pour comprendre que ça c'est une exagération super folle, non? Il était normal à cette époque que pour avoir une épouse, on donnait quelque chose, non? Quelques brebis, ou 1 an, peut-être 18 mois de travail, on donnait quelque chose en échange, non, au père, parce qu'il fallait toujours passer par les parents, non, pour avoir la fille qu'on désire. Alors lui, il s'engage pour 4 fois plus de ce que serait normal, non. Je te servirai 7 ans. C'est tellement important que d'avoir Rachel à la fin, non? Que ben, je ne vais pas te servir 1 an et demi, je vais te servir cette année pour que tu saches combien c'est important pour moi. Et quand on sacrifie trop, la conséquence logique, c'est bon, on devient aussi exigeant. Non? Et un peu on donne trop, non? On est tellement, on chasse quelque chose, un rêve, et on est prêt de donner plus de sur-mesure de ce qu'on devrait vraiment, de ce qu'on sait, non? Et on devient exigeant parce qu'à la fin de ces 7 années, et tout ça devient un contrat aussi, non? Le mariage, c'est pas un contrat, c'est une alliance, c'est un don, non? Gratuit. Mais ici, dans cette dynamique, bon, j'ai rempli mes 7 années, maintenant, donne-moi mon prix, non? Jacob dit à Laban, accorde-moi ma femme, car mon temps est accompli et que j'aille vers elle. Alors ça, c'est très rude, non? Et dans quelques traductions, c'est même plus explicite, non? Maintenant, donne-moi Rachel, que je couche avec elle, non? Elle doit payer le prix maintenant pour les 7 ans de travail, non? Give and take, non? Bon, c'est pas très romantique, non? Mais ça, c'est un peu ça. Et cette dynamique de... on donne, on sacrifie et on exige. C'est un peu aussi la dynamique. J'aime comparer ça avec la cour d'école, non? On a un petit ami et je ne sais pas quoi, et on veut vraiment satisfaire les attentes. Et la première chose que typiquement des filles compromettent, c'est leur corps, non? Et c'est je sacrifie trop, sur mesure, non? On s'engage et on a des atteintes, non? Mais, non. Et ça a comme conséquence qu'on termine toujours insatisfait. Alors moi, si je me compare avec Jacob, on avait une histoire avant de nous marier. On s'est rencontrés 7 ans avant de nous marier. Et c'était très romantique. C'était pendant un cours d'été en France. Lui venait du Venezuela, moi je venais de l'Allemagne. On s'est rencontrés. Après, c'était difficile. C'était toujours à distance. Et on s'écrivait des lettres parce que c'était avant l'Internet. Le email n'existait pas. Hein? Alors c'était tout très incertain et on ne savait pas trop où ça allait. Et bon, après 7 ans, on s'est rencontrés à Paris et il m'a demandé le mariage. Et je me suis acheté une robe de mariée, j'ai fait ma valise et je suis allée au Venezuela, non? Et je me suis dit, bon, après 7 ans, j'avais l'attente aussi. Après 7 ans d'attente, c'est les mêmes 7 ans, non? C'est toujours 7 ans.
moi, je voulais mon happy ending. Moi, je voulais aussi, bon, maintenant, j'ai tout ce que je voulais, et bon, maintenant, ce qui commence maintenant, c'est mon happily ever after, non? C'était ça ce que je voulais, ce que j'attendais, et c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Le wedding, le mariage, c'était très beau, on a eu une très belle fête, et la vie dure commençait le lendemain, non? Mais on va aller plus au détail avec la prochaine histoire, non? On devient exigeant et on termine jamais satisfait parce qu'il en résulte que l'autre ne peut pas satisfaire les attentes, non? Et voyons tout d'abord ce qui se passe à Jacob, non? Parce que Jacob, maintenant, les 7 ans sont passés, et ce qu'il s'attend, bon, il va se marier avec Rachel maintenant, non? C'est ce il mérite ça. Hein? Mais là-bas, il a un problème, parce qu'il va marier Léa première. Non? Elle est l'aînée, elle va se marier première. Alors, ce qu'il fait, il fait une grande fête, et il donne beaucoup d'alcool à boire au pauvre Jacob, pour qu'il ne se rende pas compte de rien, non? Et Léa, il lui met en voile épais, hein? Et bon, mariez-vous. Hein? Alors, voici qu'au soir, il prit sa fille Léa et la conduisit à Jacob. Et celui-ci se mit à elle, sans se rendre compte, parce qu'il ne se rend compte de plus rien, il a trop bu. Non? Le matin arriva, et voilà que c'était Léa. Hein? Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait là? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Alors Jacob, il a un awakening très très mauvais. C'est pas du tout ce qu'il a imaginé, non? Et voilà Léa. Et ça, c'est un peu ce qui est arrivé aussi à Oscar et à moi, chacun à sa manière. Parce qu'après notre happy ending qui a duré une soirée, non, notre mariage, il y avait 7 ans de mariage assez dur à cause des circonstances du Venezuela de cette époque, mais aussi des choses personnelles non, qui n'étaient pas bien, qui ne marchaient pas bien. Et après qu'on est venu au Canada, toutes ces choses qui étaient un peu enterrées sous les problèmes du Venezuela, non, des problèmes politiques et économiques, tout ça a surgi quand on est arrivé ici et on est tombé dans une crise horrible qui durait 2 ans. Pendant 2 ans, on ne s'est pas parlé et on ne s'est pas touché. On a vraiment vécu dans un 4,5 sans nous parler, non, avec les 2 enfants. Et c'était aussi après 7 ans de mariage, non, c'était pas ce que j'imaginais du tout. Et j'ai poussé ce même cri vers Dieu, pourquoi m'as-tu trompé? Parce que c'est pas ça ce que je voulais quand je me suis mariée, it's not what I signed up for, non? Pour revenir à l'image du contrat, non? Et Oscar, après 7 ans, surprise, il s'est littéralement passé comme Jacob, il s'est réveillé un jour et il a vu que celle-là, à côté de lui, il ne la connaissait pas. Il ne savait pas qui c'était, non? C'était pas celle avec qui il pensait qu'il s'est marié. Alors voilà que c'était Léa, non? Alors ça... On termine insatisfait parce qu'on a mis trop d'espoir sur l'autre. Et maintenant, voyons Léa, parce que Léa, elle aussi, un mari lui est tombé du ciel, par surprise. Elle ne s'en attendait pas, parce qu'elle était déjà au-delà de l'âge de se marier. Non, elle était rejetée toujours, elle n'est pas jolie, elle est plus âgée. Et tout à coup, elle a un mari jeune et beau. Mais Jacob ne l'aime pas. Il aime Rachel. Alors Léa, elle aussi, elle ne peut pas atteindre ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, l'amour de son mari, l'amour de son mari. Et
c'est la même dynamique, de chasser derrière quelque chose qu'on ne peut jamais atteindre. Non? Et le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel demeurait stérile. Léa conçut et elle enfanta un fils qu'elle appela Reuben, car dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse. Et ça, c'est la dernière phrase, c'est la phrase la plus triste dans toute cette histoire. Il dit, le Seigneur a vu ma détresse, maintenant mon mari m'aimera. Maintenant mon mari m'aimera parce que je lui ai donné un fils. Mais Jacob ne l'aimait pas. Alors, elle ne peut rien faire. Non? Elle pense, et c'est drôle comme il y a des couples non, qui pensent qu'un enfant va résoudre des problèmes. Non? Ça ne résout pas des problèmes. Parce que ça ne sert à rien comme résolution de problème, parce que Jacob n'aime pas Léa. Elle peut lui... Et ça se répète, avoir un bébé, et maintenant mon mari m'aimera, non? Ça se répète 3 fois. Elle a 3 fils, et chaque fois elle dit, mais maintenant mon mari m'aimera, mais l'amour ne vient pas, non? Et cette chasse désespérée est vraiment ce qui est un peu l'image de l'amour romantique qui est dans... Ça montre que l'amour, l'image de l'amour qu'on transmet aujourd'hui, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Non? Le bonheur à travers de l'autre n'existe pas. Non? Mais quelque chose change avec Léa, parce que cette situation désespérée, non, c'est toujours chercher l'amour où il ne se trouve pas. Un jour, elle décide autre chose. Elle tombe enceinte une 4e fois. Non? Elle conçut encore et elle enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je rendrai gloire au Seigneur. C'est pourquoi elle appela Judas. Et puis, elle cessa d'avoir des enfants. Alors ici, dans ce passage, tout change. Tout change pour Léa, non? Parce qu'elle détourne son regard qui était tellement fixé sur Jacob et sur comment elle peut gagner cet amour de Jacob, non? Elle le détourne et le tourne vers le Seigneur, vers Dieu. Et elle ouvre cette porte à la lumière de Dieu. Elle a un moment de conversion. Et tous ceux d'entre vous qui ont vécu ce moment de conversion, vous savez, vous connaissez la paix et la joie et le calme qui suit. Fini la chasse. Fini Jacob. On s'en fout de Jacob maintenant, parce que maintenant on rend gloire à Dieu. Non? Et elle est calme. Elle n'a plus besoin de produire des enfants pour gagner un amour qui ne sera jamais le sien. Non? Elle sait ça, d'avoir des enfants. C'est plus nécessaire. Elle n'en a pas besoin. Parce qu'elle a trouvé déjà tout ce dont elle a besoin pour être heureux. Elle a trouvé son bonheur complet. Et ce bonheur, ce n'est que Dieu qui peut le donner. Elle a trouvé une intimité avec Dieu. Non? Et c'est ça, ce qui est très important, je crois, pour les mariés et pour les non-mariés, pour ceux qui sont en célibat, pour ceux qui cherchent. C'est avant de pouvoir chercher l'intimité avec quelqu'un, avec un autre, avec un époux, ou je ne sais pas, c'est tout d'abord, ce qui vient premier, c'est ton intimité avec ton Seigneur. Parce que c'est lui qui comblera les désirs de ton cœur. Fin de la première histoire. On passe à Akab et Jézabel. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met tout l'espoir dans le conjoint? Ça se passe mal.
qu'est-ce qui se passe lorsque l'un des deux partenaires ne remplit pas son rôle, et c'est pourquoi d'une façon plutôt passive, alors que l'autre essaie de le contrôler. Et c'est l'histoire de la garde de Jézabel. Pour mettre un petit peu en situation, normalement les filles, je trouvais ça très normal. Vous aimez que certaines choses soient faites d'une certaine façon très précise. La vaisselle, par exemple, doit être rangée dans un endroit, ou les linges pliés d'une certaine façon. Des choses. Pour les gars, ces choses-là passent un peu côté. On est parfois très agressif dans nos métiers, dans nos occupations, mais il y a des domaines où on est plutôt laissé faire. Ceux qui vivent en couple savent de quoi je parle. Et c'est un peu cette tendance ou cette réalité qui est le même reflet de cette histoire. Vous allez voir, c'est bien sûr avec des choses beaucoup plus importantes, mais à la base, c'est la même chose. Un peu de contexte. Akab est un roi. C'est le 7e roi du royaume du nord d'Israël. Il a régné pour 20 ans, entre 875 et 855 avant Jésus-Christ. Il était un leader militaire très très fort et, comme il avait très souvent, quelqu'un de très actif dans son métier, mais plutôt passif à la maison. Il avait la capacité de mener son peuple à Dieu, c'était un bon roi. Mais à cette époque, il y avait toutes sortes d'idoles et on se mettait à adorer ces espèces de veaux dorés et Baal. Et sous l'influence de son épouse, de Jézabel, il finissait par éloigner son peuple de Dieu. Et c'est pour ça que l'Écriture le caractérise comme la conclusion, c'est on n'a jamais vu personne se déshonorer comme un cas en faisant pour lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il représente donc les problèmes, l'un des problèmes les plus communs. Le mari passif et une femme qui contrôle. On pourrait le mettre à l'inverse. Tellement les rôles sont interchangeables aujourd'hui, mais les rôles les mêmes. On commence avec Akab, donc le mari passif. Akab avait un voisin qui s'appelait Naboth. Il avait une vigne très très belle. Et Akab, il lève cette vigne-là, il doit faire un potager. Chacun a son petit truc. Lui, il va être heureux de son potager, il va être tellement. Il va aller voir